tous. Hey! On espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne et Exactement. ravi de vous revoir à ceux qui consultent régulièrement nos vidéos. Aujourd'hui, on revient à nouveau pour remettre en lumière de nouvelles choses. Ouais, des aspects, Ouais. des questions Exactement. sur les relations. Et aujourd'hui, c'est Laetitia qui va me poser la première question. Si elle s'en rappelle. Si mon cerveau n'a pas oublié de se C'est présenter. Coucou! Donc aujourd'hui, oui, on revient pour mettre en lumière d'autres choses, toujours en lien avec les relations. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi pour nous faire vos retours, nous dire si ça vous parle, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. On se fera un plaisir de pouvoir partager, communiquer, discuter avec vous sur ces sujets et peut-être même d'autres si vous en avez en tête. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et puis voilà. Cette fois-ci apparemment c'est moi qui commence. Alors, la question serait, qu'est-ce que c'est pour toi le manque d'intimité dans l'enfance ? C'est une vaste question qui m'amène plein de réflexions. On va se régaler tout le monde à la maison avec des réponses complètement folles. On pourrait l'aborder sur qu'est-ce que ça va générer, sur comment moi j'en suis arrivé à me poser cette question de l'intimité et de ce que ça pouvait justement générer, créer, etc. Et aussi définir qu'est-ce que l'intimité. Pour moi, l'intimité chez un enfant, ça va être l'autorisation qu'on lui donne à avoir une identité à part entière. Quand je dis identité à part entière, c'est même, je l'avais dit dans une de nos vidéos, un espace à part entière, un espace d'expression, un espace de liberté, un espace de responsabilité, aussi d'autonomie. Un enfant, il a besoin d'un côté sécurité, donc d'être sécurisé parce qu'il est extrêmement dépendant, mais il a aussi besoin pour moi d'un endroit où justement il est seul, libre, en charge de... sinon, ce qui se passe, c'est qu'un défaut d'intimité chez l'enfant va générer le fait qu'il ne va pas réussir à se créer d'espace à lui. Donc, pour rebondir sur des vidéos qu'on a fait, il va avoir du mal à positionner ses limites en fait. Parce que depuis toujours, il a appris à s'adapter, à faire en sorte de satisfaire ceux qui sont autour de lui, donc souvent ses parents. Et donc, il n'arrive pas à se définir, même ne serait-ce que savoir ce qu'il aime pas, ce qu'il veut pas. Et ça donne un adulte qui, plus tard, pour moi, elle va pas être en capacité de mettre ses limites, de se faire respecter, de savoir dire non. Il va orienter son regard beaucoup sur l'extérieur et qu'est-ce que les autres vont penser de moi, comment les autres vont me juger, comment les autres vont m'accepter, etc. Et il va avoir tendance à reproduire justement ce qu'il a appris. D'où pour moi l'importance de créer ou de matérialiser une intimité chez nos enfants. Bien souvent les parents veulent bien faire, et moi j'ai été parent, enfin je suis parent, et je dis j'ai été parce que c'est des choses que j'ai fait Par le passé. beaucoup par le passé. Le côté en fait de vouloir tellement bien faire en tant que parent qu'on va surprojeter en fait sur nos enfants, faire sur eux en fonction des difficultés qu'on a eues, des manques qu'on a eues, et en fait on va surprojeter. Comme s'ils étaient notre prolongement. Ouais, comme si ils deviennent un peu l'enfant qu'on a été et qu'on voudrait réparer en fait. On voudrait leur éviter ce qu'on a vécu, on voudrait leur faire connaître ce qu'on n'a pas connu, et c'est hyper louable, sauf qu'on en vient à créer un monde sur eux qui est le nôtre en fait. Et ils n'ont pas forcément cette intimité-là. On peut avoir des parents extrêmement bienveillants qui, par exemple, pour éviter la moindre souffrance, la moindre douleur à nos enfants, va justement les surprotéger et ne pas leur permettre d'expérimenter, mais aussi de se responsabiliser face à certaines choses. Il y a bien longtemps, Crispy était encore en vie parce qu'elle écoutait ce que son père lui disait. Donc tout allait bien. Malheureusement, Crispy avait un gros problème. Ce problème s'appelait la curiosité. Un enfant qu'on laisse jamais échouer quelque part, qu'on laisse jamais tomber, qu'on laisse jamais apprendre, il peut pas justement développer cette autonomie et cette
possibilité de dire ah ok, quand je fais ça, il arrive ça, quand je fais ça, il Ouais. arrive ça, et de reconnaître presque, de créer à l'intérieur de lui son intuition, ses limites, ses besoins, C'est etc. un peu etc. ce côté où en effet il n'a pas la notion de sa propre individualité à lui, ce qui va provoquer par la suite certaines conséquences dont tu vas pouvoir parler. Et finalement, il y a ce côté de... C'est comme s'il n'était pas armé pour affronter, pour faire face à la vie qui l'entoure. Et c'est quelque chose que je vois souvent en séance, et tu me diras si je me plante, mais j'ai le ressenti et l'impression que bien souvent des enfants qui ont manqué de cette intimité durant l'enfance vont avoir besoin dans leur relation amicale, dans leur relation sentimentale, d'être dans des relations de fusion avec l'autre. Vraiment de fusion, et s'il n'y a pas la fusion, en fait ils se sentent pas complets, ils se sentent pas importants, pas existants, mais en même temps ils ont tellement été conditionnés tout petits à se comporter comme on leur a demandé, à s'adapter tout le temps à l'adulte et à être en quelque sorte le prolongement de l'adulte, que finalement ils en oublient qu'ils ont leur propre capacité, leur propre identité, et ils vont beaucoup être dans la fusion. Ouais, La en recherche de fait, fusion. comme ils vont pas construire cette confiance en eux, avec ce droit à l'erreur, je pense qu'ils vont attribuer leur sécurité à ceux qui les accompagnent. Et ils vont plutôt mettre leur énergie à se faire accepter de celui qui m'accompagne, à avoir peur que celui qui m'accompagne me quitte, m'abandonne, etc. Qui vont en fait mettre beaucoup d'énergie à se faire accepter, donc être hyper soumis au jugement de l'autre, à l'acceptation de l'autre, plus qu'à nourrir cette confiance en eux, nourrir leurs capacités, leurs ressources, etc. C'est comme s'ils étaient à poil en fait. Ouais. Et du coup, oui, tout devient dangereux si je suis à poil. Donc comment je fais pour me sécuriser? Je délègue ma sécurité à celui qui m'accompagne. Et oui, ils vont être dans cette espèce d'amour-fusion où la sécurité, je l'ai si quelqu'un m'accompagne. Du coup, il y a une notion de domination, en tout cas Oui. de rapport de domination, d'être avec quelqu'un dans une relation, peu importe que ce soit amical, sentimental, de quelqu'un qui va prendre le rôle du père ou de la mère. Ouais, quelque part, je pense qu'il rejoue un peu ce côté enfant, en fait. Ce qui donne des comportements, justement, un peu d'enfant dans les relations adultes. De caprice, de frustration, besoin de réassurance permanente, de choses comme ça. C'est justement la question que j'allais te poser, la demande que j'allais te faire derrière, c'est quelles sont les conséquences pour l'adulte, tu vois, quand l'enfant grandit avec ses mécanismes de protection, qui bien souvent, comme tu l'as expliqué, ses propres parents, une envie de bien faire, mais le trop est l'ennemi du bien. Justement, quelles sont les conséquences? Comment on reconnaît un adulte qui a eu ce manque d'intimité, et comment il interagit avec le monde qui l'entoure? Je pense qu'il peut déjà chercher à retrouver la même situation que celle qu'il vivait au moment de son enfance. C'est-à-dire qu'il va chercher à reproduire le schéma qu'il a eu. S'il a eu par exemple deux parents ensemble qui se sont rencontrés tôt ou qui étaient dans le même boulot, je pense qu'il va chercher inconsciemment à recréer un peu ce cocon familial. D'une autre façon aussi, il va... j'ai perdu mon idée, c'est moi qui... Ouais, je t'ai transmis le super pouvoir de perdre la mémoire. J'ai perdu mon idée. Oh, génial! Yes! Oui, il va chercher à... Ah oui, ça y est. Il va chercher aussi à revivre à l'intérieur, c'est-à-dire le bain hormonal qu'il vivait avec l'adrénaline, le cortisol, les hormones du stress. Il va chercher, pour lui, c'est son habitude, son confort. Donc il va chercher à rester dans ces situations-là. Des situations qui étaient inconfortables intérieurement, parce que du coup il était stressé et autres. Il va les conserver. Ouais, il va être attiré par des situations qui reproduisent ce champ hormonal à l'intérieur. Et si par exemple il était avec quelqu'un qui pour le coup lui laissait, qui était pas dans cette hiérarchisation ou dans cette fusion, il va trouver ça plat en fait. Il va trouver ça plat parce qu'il va manquer le petit shoot de stress ou de trucs comme ça. Donc il va peut-être le créer d'une autre façon, par exemple en étant, je sais pas, jaloux ou en créant des situations un peu de stress pour revivre ça. Ou alors il va se désintéresser de cette relation
Parce que pour lui, ce sera plat en fait. Il se Ok. passera rien. C'est comme s'il n'y avait pas la même notion de bien-être d'une certaine manière. D'habitude. Ok, Je d'habitude. pense que c'est Ouais. vraiment pas forcément de bien-être, mais d'habitude. Le corps, il fonctionne par homéostasie. L'homéostasie, c'est-à-dire que c'est un équilibre dynamique qui fait qu'il se maintient à un certain niveau. Mm. Et du coup, le corps, il fonctionne, il aime bien ça. Créer et rester dans cette homéostasie. Le changement va lui demander de faire un travail, un effort, et le corps, il n'aime pas forcément ça. Oui, Il comme aime sa zone aime de confort. reproduire les choses. Donc il aime reproduire. Même si Donc, c'est douloureux. exactement. Bah, on pourrait faire une métaphore par exemple avec quelqu'un qui vient d'un pays froid où il a toujours fait très froid. Si on le met dans un pays chaud, c'est un inconfort pour lui parce que c'est pas l'habitude organique, métabolique qu'il a. Du coup, ça va être difficile pour lui. Alors, il pourra s'acclimater, mais ça demande un travail. Et inversement, tu prends une personne qui est née dans un pays chaud, si on le met dans un environnement froid, de la même façon, lui, il va pas se sentir à l'aise. Parce que c'est pas l'habitude qu'il a, en fait. C'est pas l'endroit ou l'espace dans lequel il a l'environnement. grandi, il s'est construit. Donc, si on a grandi dans un environnement angoissant, stressant, etc., et pour moi, ne pas laisser d'intimité à un enfant peut générer cette anxiété. Ça passe par quoi l'intimité d'un enfant? Bah, ça passe par des choses toutes bêtes, comme je le dis souvent, par une représentation spatiale. Alors la première représentation spatiale pour moi chez un enfant, c'est son corps. Donc de respecter et de développer l'intimité avec son corps. Un enfant, pour moi, dès les plus jeunes âges, on peut lui apprendre à manger, on peut lui apprendre à se laver, on peut lui apprendre ces choses-là. Même avec un nourrisson, on peut déjà communiquer avec lui en lui disant ça c'est ton bras, ça c'est ton truc, ça c'est à toi. On a tous fait plus ou moins c'est mon bébé, t'es ma vie. Déjà de s'approprier même la présence et le corps de l'enfant en fait. Et de pas lui rendre. Je pense que même à un enfant, on peut lui dire ça c'est ton bras, ça c'est ton nez, ça c'est des choses aussi bêtes que ça. En grandissant, ça va passer par le respect, l'attribution et le respect d'un espace spatial qui est à lui. Peut-être sa chambre, peut-être que s'il n'y a pas la possibilité que chaque enfant ait sa chambre, ça peut être, je sais pas, son bureau, son placard, le fait de choisir ses vêtements, par exemple. De choisir sa décoration. Exactement, choisir sa décoration, de dessiner comme il veut dessiner. Ouais, une des premières choses qu'on apprend aussi à l'école, c'est à ne pas dépasser. Donc, quelque part, on limite sa créativité parce qu'il ne doit pas dépasser. T'as vu un moustique? Il est passé devant la caméra. Ouais, il y en a un contre le mur là-bas. Ah. Pour moi, ça passe par ça, en fait, construire l'intimité. Et puis après, l'autoriser, par exemple, il a une émotion, une colère. Plutôt que de le brider à dire ça suffit maintenant, tu t'arrêtes, de lui dire ok, t'as une émotion, t'as un truc, va l'exprimer justement dans ton espace. C'est ton espace, ta chambre, ton truc, va l'exprimer. Apprends à le gérer, entre guillemets, tout seul, quoi. Donc pour moi, c'est ça, développer une intimité à l'enfant. Parce que je vois en séance parfois des parents bienveillants, mais anxieux eux-mêmes, qui vont projeter leur anxiété sur leur enfant. Par exemple, tout ce qui est extérieur est dangereux. Tu voudrais aller dehors? Oh, voyons, réponse. Ouais. Donc l'enfant va apprendre. L'extérieur est en danger, les autres sont dangereux, et finalement. C'est ça, le monde est dangereux. Et l'enfant, il ancre que, à part le cocon familial, c'est ça. Tout est dangereux à l'extérieur et il ne peut avoir confiance en personne. Eh oui. Et un jour, elle vit quelque chose de nouveau, et là, elle est morte. Quoi, comme ça? Comme ça. C'est ça. Mais par contre, il va donner 100% de sa confiance à celui qui l'accompagne, sans remettre en question. Il va le mettre sur un piédestal. J'ai compris, papa. Je ferai jamais rien de nouveau dans la vie. C'est bien, Tug. Et ce qui peut se passer parfois, notamment au moment de l'adolescence, c'est que il va destituer le parent de cette position-là et il va l'attribuer à quelqu'un d'autre. Et il suffit que ce quelqu'un d'autre ne soit pas forcément bienveillant, parce que pour lui, comme si tu m'aimes, que tu montres que tu m'aimes, c'est que tu es bienveillant avec moi et c'est que tu as raison et je dois te suivre, il va donner cette bienveillance à quelqu'un d'autre et il va se désintéresser du parent et l'autre va pouvoir faire de lui ce qu'il veut. Et ça peut donner l'adulte qui, en grandissant, tombe amoureux de quelqu'un et l'autre va faire ce qu'il veut de lui aussi.
Ça puisque peut entraîner... je te donne entièrement ma Ouais. confiance sans la remettre en question. Est-ce que du coup ça veut dire que l'enfant en question, devenant adulte, n'a pas la notion de ce qui est bon ou mauvais, du bien et du mal, ou a plus de difficultés à reconnaître le bien et le mal, et Ouais. va finalement s'enfermer dans des choses qui sont toxiques en étant persuadé que c'est bon pour lui? Oui, parce que je pense qu'à l'extrême, si celui qui lui donne de l'amour, il a l'impression qu'il lui en donne beaucoup, déjà il va être dépendant de celui qui lui montre le plus d'amour, mais une fois qu'il lui a donné, il va s'accrocher à lui et il va dire, ok, c'est lui qui a raison, c'est lui qui définit le bien et le mal, il m'aime, il peut pas vouloir mon mal. Ouais, c'est comme s'il n'y avait pas la case conscience, enfin pleine conscience et recul sur les choses et surtout libre arbitre. Ouais, c'est Il n'y a ça. pas la notion de libre arbitre. Il sait pas distinguer le bien du mal. Le bien, c'est ce à quoi je donne, ce qui va me permettre, qui va finalement me donner une entièreté. Et le mal est à l'extérieur. Donc ça donne une source de c'est lui qui sait. Et c'est une délégation quelque part de son autonomie à l'autre, quoi. C'est ce qui fait aussi que je vais pas quitter un système comme celui-là. Parce que sinon je risquerais de me retrouver nu, encore une fois, et en danger. Et comme moi, par moi-même, j'y arrive pas à l'assumer, il me faut quelqu'un. Une chose que j'ai beaucoup vue, c'est le fait que dans ce cadre-là, bien souvent, l'enfant, en tout cas, fonctionne par mimétisme, donc il va reproduire ce qu'il voit dans son environnement pour apprendre, et il va enregistrer comme étant une vérité, comme tu l'as dit depuis le départ. Et à l'âge adulte, quand il va quitter le cocon familial, bien souvent, il va partir avec les traumatismes de ses parents. C'est-à-dire qu'il va repartir avec, par exemple, s'il avait un parent dépressif, il va quitter le cocon et être dépressif. Comme une sorte de loyauté familiale qu'il va porter avec lui, qui peut paraître complètement bête, mais en même temps qui est de l'ordre de l'incontrôlable, c'est comme s'il emportait une part de la personne fusionnelle avec qui il avait grandi avec lui et que c'était une réalité. Être un adulte, être un parent, être un adulte, c'était être dépressif dans le cadre où un des parents qui l'a élevé est dépressif. Et je vois beaucoup ces mécanismes de reproduction, justement, où l'enfant va enregistrer et à l'âge adulte, il va reproduire les peurs, les phobies, les angoisses qui appartiennent à ses parents, à un de ses parents. Et finalement, il n'a même pas conscience que ça ne lui appartient pas parce que pour lui, c'est comme son identité, c'est comme si c'était une réalité de mon parent était comme ça, je suis condamnée à être comme ça et je suis comme ça. Et du coup, il n'y a pas cette notion de prise de recul, d'ancrer le fait que ça ne lui appartient pas et qu'il n'est pas son père ou qu'il n'est pas sa mère. Ouais, comme tu dis, c'est vraiment une question de loyauté. Mm. Et même à des milliers de kilomètres, Ouais. s'il n'a pas conscience de ça, il garde cette espèce de loyauté. Donc et oui, ça peut générer des choses comme ça. Moi j'ai vu des choses, par exemple, je pense à un adulte que j'ai accompagné. Quand sa maman est morte, il est devenu un peu l'image de sa maman et donc a recréé avec son père cette relation, comme s'il était la femme de son père. Donc il s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, etc. Et puis des années après, quand son père est mort, il a même pris les problèmes respiratoires de son père. Ouais. Il est devenu son père. Il y a une forme de loyauté comme ça, inconsciente, qui peut recréer, pour moi, même jusqu'à somatiser des choses en fait. C'est vraiment ce manque d'intimité. Le parent, il le fait lui aussi justement parce que quelque part, il projette sur l'autre une partie de lui-même, quoi. Et c'est là où je dis, tous ces trucs d'appeler son enfant ma vie, mon cœur, mais même dans un couple et dans une relation, d'attribuer à l'autre l'entièreté de sa vie ou une partie de sa vie, c'est dramatique en fait. Et pour moi, c'est... mon cœur, pourtant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'es dépendante affective. Complètement. Ouais. Non, Après, autant, avec le recul, les années, avec l'expérience, voilà, c'est ça. C'est encore une fois, c'est pas forcément la forme des choses. Je suis très critique sur la forme, mais pour caricaturer et exagérer. Je vois l'idée. Mais après, oui, bien sûr qu'on peut appeler l'autre mon cœur, ma vie, voilà, je serais un peu plus critique quand même. Mais oui, plus que la forme, c'est de s'interroger ce qu'il y a derrière, en fait. Parce qu'il y a des gens pour qui réellement, quand ils appellent l'autre mon cœur, ils se font vivre quand il n'est pas là, comme s'il n'avait pas de cœur. Ouais, c'est vrai.
Donc ils sont angoissés, ils sont stressés, et puis on ne peut pas vivre sans cœur, donc ils vont même supporter un cœur défaillant, un cœur trompeur, un cœur tricheur, parce que c'est mon cœur en fait, et sans lui je ne pourrais pas vivre. Donc je vais accepter des mauvais comportements parce que c'est mon cœur en fait, j'ai pas le choix. Merci pour cette, Avec grand plaisir. cet approfondissement, cette explication. Et pour moi, pour aller un tout petit peu plus loin, et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, bah, tu vois, comme on le dit, pour le côté fusionnel et tout, pour moi, on peut créer une intimité relationnelle à condition d'avoir déjà une intimité individuelle. Sinon, c'est pas vraiment une intimité, tu vois, c'est vraiment ce côté Mais fusionnel. c'est encore cette notion de la relation se construit avec deux individualités et pas une qui prend le dessus sur l'autre ou une qui s'adapte à l'autre. Mais ça réveille une autre question, c'est justement comment une personne qui a manqué de cette intimité-là, qui en prend conscience en étant peut-être accompagnée ou peut-être que si vous en rendez compte en regardant cette vidéo, comment une personne peut justement s'approprier, se sortir de ce mécanisme-là qui va finalement la pousser à aller toujours dans des relations qui vont être des relations de souffrance. Bah, déjà, pour moi, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par reconnaître la dépendance à l'autre. Reconnaître que quelque part, j'attribue à l'autre un pouvoir particulier. Comment je vais m'en apercevoir? Souvent, ça va être la souffrance ou la répétition de schémas. Tu vois, je répète toujours les mêmes schémas et la difficulté dans les ruptures. Je souffre toujours énormément dans la rupture. C'est le côté où ma vie s'écroule. Je vis littéralement comme une véritable amputation. Puisqu'il est une partie de moi, je vis une véritable amputation. Donc douleur du membre fantôme, qui vont être les espèces de réminiscences de cette relation qui s'est arrêtée, etc. Cette souffrance relationnelle, notamment au moment de la rupture, ça peut être aussi la souffrance au moment où je suis seul, en fait, où je ne suis que moi avec moi. Est-ce que je vais compenser justement avec des addictions? La nourriture, les réseaux. Est-ce que être seul, c'est une difficulté pour moi qui fait que j'ai toujours besoin d'être occupé, d'aller voir des amis, de faire quelque chose? Parce que être seul, c'est difficile. Donc déjà, pour moi, ça passe par se rendre compte que ma solitude est un problème. Se rendre compte que peut-être je ne m'attribue pas justement une place entière. Et ensuite, ça va passer par, une fois que j'ai admis ça, construire ça. Moi, dans mon parcours, par exemple, c'est une souffrance énorme, justement, après une relation extrêmement toxique, où je me suis rendu compte de ça, que je ne me considérais pas comme entier, que j'avais toujours vécu dépendant de l'extérieur. Comment je l'ai construit? De faire des choses tout simples, mais vraiment des choses qui peuvent paraître débiles, mais aller boire un verre tout seul à une terrasse. Me faire un restaurant tout seul pour découvrir justement ce dont j'avais envie, parce que sinon si je sortais avec des potes c'était bon, on boit quoi? Bière, 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 bah moi bière aussi. Alors que tout seul, déjà il y a le schéma qui se crée de oh les autres qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je suis un pauvre gars, machin. Donc de comment moi je me juge tout seul en fait. Ça veut dire que tout seul je me juge comme ça. Et en fait, quand on fait l'expérience de le faire, moi je vous dis, d'aller se poser à une terrasse tout seul, tiens, qu'est-ce que je veux boire? De s'autoriser à choisir. Tiens, et tester des choses. Je vais prendre un Diabolo fraise. Et de se rendre compte que tout seul, déjà, je peux prendre du plaisir à être tout seul, et que les autres, ils en ont rien à foutre en fait. Oui, complètement. Allons. Que personne te juge, que personne. Et puis quand bien même ils te jugeraient, c'est leur histoire. C'est leur jugement et c'est leur histoire. C'est ça. Et que tu peux passer un moment seul avec toi, au cinéma, au restaurant, ou même à ne rien faire, et être bien avec ça. Et parfois, tu peux même passer, dans certains cas, une soirée, un moment avec toi beaucoup plus agréable que si tu étais entouré de gens avec qui finalement tu attribues quelque chose et qui ne te connaissent pas vraiment. Parce que tu leur attribues le pouvoir de faire de toi quelqu'un de puissant, de fort ou de faible, mais finalement ils ne te connaissent pas. Donc il y a un peu encore une notion de c'est vivre dans l'illusion de la relation.
dans voilà ce que je te présente de moi, ma vulnérabilité, ma souffrance, soigne-moi. Et finalement, en fait, on ne vit plus qu'au travers de ça. Et tu vois, l'intimité, pour comment aussi la construire, un peu comme, sans m'en rendre compte, je m'en aperçois maintenant, un peu comme je l'ai dit pour un enfant, lui attribuer son corps. C'est reprendre aussi l'attribution de son corps. Ouais. Comment je traite mon corps, comment je le considère, comment je le soigne, lave, entretiens, nourris, etc. Comment je le regarde, ne serait-ce que se regarder dans un miroir et reprendre contact et s'attribuer, s'approprier son propre corps en fait. Ou je vais prendre soin de mon corps que quand il va y avoir un autre. Alors que en fait, c'est là où ça devient intéressant de pouvoir s'autoriser à le faire en se disant mais je le fais pas pour l'autre et quand bien même il y aurait personne, c'est je le fais parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça, parce que je me sens bien. Et puis redécouvrir cette autonomie, que le monde extérieur n'est pas tout blanc ou tout noir, mais que justement j'ai une position par rapport à ça. D'aller faire ces expériences un peu qui font peur, d'aller faire un truc tout seul, de se rendre compte que je suis capable de le faire en fait, et que ça peut bien se passer, et que même si ça se passait mal, j'ai un pouvoir d'action en fait. J'ai le pouvoir de dire oui, de dire non, j'ai le pouvoir de me positionner en fait. Donc j'apprends mes besoins, mes envies, et aussi mes limites. C'est ok ou ça c'est pas ok. Ce qui fait que plus tard on est capable de les assumer. Si moi je suis ok avec celle-là, je sais pas, je passe une soirée avec des amis à un resto et au bout d'un moment je suis fatigué, machin, je suis capable de dire écoutez là je suis fatigué, je vous laisse finir votre soirée et je rentre. Alors qu'avant, par exemple, celui qui est dépendant de l'extérieur va essayer de faire bonne figure. Déjà, il va parfois aller contre lui. Non pas parce qu'il se laisse le choix, mais parce qu'il n'a pas le choix. Non, parce qu'il se le laisse pas en fait. Pour pas que les autres disent ou pour pas que machin. Donc d'expérimenter et de tester ces choses de par moi et pour moi fait que je me laisse le choix de faire autrement. Ce qui fait qu'après, si je choisis de rester, j'ai choisi de rester. Pas en fonction de l'extérieur ou de ce qu'ils en diront. Si je choisis de partir, je choisis de partir. Encore une fois, pas en fonction de ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont pas dire. Donc je deviens beaucoup plus libre pour moi dans mes interactions relationnelles. Donc la construction, pour moi, ça passe par là. Et puis après, par la suite, peut-être faire un travail thérapeutique pour justement défusionner aussi ou remettre en question les loyautés familiales, etc. De descendre ses parents de ce piédestal de c'est eux qui savent et moi je ne sais rien, à en fait c'est des humains aussi. Et donc ils ont des torts et ils ont des raisons. De pas vouloir leur donner à tout prix raison, quitte à se donner tort, mais d'être capable de leur donner tort sans leur en vouloir. Ils ont fait comme ils ont pu, mais c'est eux. De rendre à César ce qui est à César. Pour moi, c'est ça que j'appelle pardonner. C'est redonner sa part. Ce qui ne m'appartient pas, je le laisse. Ça ne veut pas dire que j'excuse ou que j'oublie certaines choses, mais je lui laisse sa part et je prends la mienne. Ça lui appartient. Ça lui appartient. L'intimité, c'est un processus d'individualisation, d'individuation, comme pourrait dire Jung, et de réappropriation de son espace en fait. Très bien. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter? Par exemple, si en parlant d'intimité et on parlait de corps, comment tu as construit ton intimité physique? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dessus. Difficilement. Ouais. J'ai pas manqué d'espace. J'ai pas eu dans mon enfance, j'ai pas eu ce manque d'espace. J'ai pas manqué d'intimité pour moi étant petite. Je me suis un peu débrouillée par moi-même pour pas mal de choses parce que voilà, l'histoire familiale qui fait que ça s'est passé comme ça et je l'ai très bien vécu et ça a fait la femme que je suis, donc je suis très fière. Et pour autant, ça a été compliqué parce que je me prenais beaucoup de jugements à l'école surtout, pas à la maison. Mais à l'école, j'ai eu affaire à beaucoup de moqueries, de jugements par rapport à mon physique. Et en fait, ça m'a suivie pendant toute ma scolarité. Quand c'était pas sur mon physique, c'était sur mes problèmes pas de comportement, mais sur mes problèmes de concentration, sur mes difficultés d'apprentissage. Donc en fait, que ce soit de l'ordre du physique ou même du cérébral, j'étais beaucoup critiquée à l'école. Et j'étais souvent toute seule, très seule. Je préférais être seule que
j'étais plutôt spectatrice de ce qui se jouait dans la cour de récré plutôt qu'actrice parce que je comprenais pas le fonctionnement des autres et du coup j'arrivais pas à interagir avec les gens et les seules interactions qu'il y avait, je me sentais pas être libre d'être moi, je voulais leur plaire, je voulais faire plaisir et du coup je portais un masque. Et en fait j'ai porté un masque pendant longtemps en étant persuadée que j'étais pas une jolie fille, que j'étais trop maigre, on m'appelait le sac d'os ou le squelette ou la sorcière, parce que j'ai été très mince pendant très longtemps et que j'avais pas de problème avec l'alimentation, c'est juste que j'ai un métabolisme qui fait que je ne prends pas de poids quand je mange et je peux manger ce que je veux. Et en fait, accepter, m'accaparer mon corps quand je me prenais dans la figure des jugements physiques régulièrement, je crois que j'ai commencé à m'accepter pleinement il y a quelques années seulement. Est-ce que tu dirais qu'on laisse facilement aux femmes cette place d'intimité, en fait, d'espace individuel? Alors là, c'est un truc qui peut parler à beaucoup de personnes et mesdames, je vous inviterai à ne pas hésiter à partager si vous le souhaitez. Mais je trouve, et encore une fois, c'est mon expérience de vie, que dans mes relations précédentes, pas toutes, mais certaines, il y a eu beaucoup de jugements par rapport à mon corps et beaucoup de propos désagréables du genre t'as du ventre ou t'as les cheveux trop bouclés ou alors j'ai eu une personne une ancienne fréquentation qui m'a dit t'es trop ferme sur le côté fermeté du corps. Et le jour où il m'a dit ça, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très fort. Je me suis rendu compte qu'il venait de me faire le plus beau compliment de la Terre. Pour lui, c'était une remarque désagréable parce qu'il n'aimait pas les filles qui étaient trop fermes. Enfin, ça, je l'ai découvert quand il me l'a dit. Mais pour autant, on se met à nu face à quelqu'un et le gars va se donner l'autorisation de me juger sur mon physique. Et je trouve que c'est un comportement qui est hyper toxique et qui peut être très destructeur pour une femme. Parce que qui tu es pour juger le corps de l'autre? Qui tu es pour faire une remarque de ce type? Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça et qu'il y a beaucoup de femmes encore aujourd'hui qui, quand elles se prennent une remarque d'un homme avec qui elles se sont retrouvées nues et qui leur dit t'es trop ci, t'es trop ça, ou t'as du ventre, tu devrais faire plus de sport, ou tu devrais faire plus ça, ou t'es pas assez ci ou pas assez ça, en fait, elles remettent en question toute la personne qu'elles sont. Et non seulement une femme de manière générale est déjà complexée par son corps, si un homme qui la voit nue en rajoute une couche, en fait c'est encore pire derrière. Ça peut détruire complètement l'image qu'on a de soi et l'estime, même si on n'en a pas beaucoup, l'estime qu'on peut avoir de soi. Tu parlais tout à l'heure d'une notion de mise à nu, t'es vraiment nu devant la personne et elle va te faire des remarques. Et je connais très peu de femmes, et après peut-être que je me plante, qui ne seront pas impactées par la remarque que la personne va faire. Potentiellement, ou elle va lui rentrer dans l'art, ou elle va se taire. Et par contre, à partir de là, va naître un complexe qui n'était peut-être pas là au départ, et qui va l'accompagner pendant de nombreuses années. Et je sais que de mon côté, j'ai été très complexée par plein de choses, notamment mes cheveux. Moi aussi. Voilà. Non, c'est pas vrai. Alors que dans le fond, je suis comme ça et si tu m'acceptes pas tel que je suis, j'aurais envie de te dire, va te faire foutre. Tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt le côté de il vient de me dire quelque chose qui lui plaît pas. Je voudrais être la femme parfaite pour lui. Je voudrais lui plaire à 100%. Et du coup, je commençais à faire des fixettes sur des choses alors que j'y pouvais strictement rien. Et m'attribuer mon corps et m'attribuer ma propre intégrité a été plus compliqué à partir du moment où j'ai eu une intimité sexuelle que par le passé, parce que par le passé, tu fais pas face, en tout cas pas quand l'éducation que tu as eue fait que tu as eu une intimité, donc du coup ton corps c'est ton corps et c'est ok. Mais à partir du moment où tu te retrouves dans une intimité avec un inconnu, en tout cas dans tes relations sexuelles, tu rencontres et avec qui tu veux nouer une relation,
en fait, c'est là où je trouve que ça peut ou renforcer ce truc de je suis très bien comme je suis, si ça te plaît pas, tant pis pour toi, ou alors te mettre dans une position de mon Dieu, il me trouve pas belle, ou il me trouve pas à son goût, ou il a une remarque à me faire, alors il a raison. Alors que c'est potentiellement des choses que je me serais pas posées comme question, j'y aurais pas pensé avant. Et il a suffi que certaines personnes me fassent des remarques parce qu'ils m'ont vue nue pour que se construise à l'intérieur de moi une image qui est pas celle que j'étais en fait. Ouais, je trouve ça terrible à t'écouter et, et encore une fois, je vais citer le patriarcat, mais je trouve qu'on est beaucoup plus critique avec les femmes. Tu vois, j'avais cette phrase quand tu parlais de... On définit vachement à quoi doit ressembler une femme, comment doit se comporter une femme. Alors un homme aussi, on va me dire, mais quand même pas de la même façon. Par exemple, on dit à une fille, si elle est trop téméraire, etc., qu'elle est un garçon manqué. Ouais. On dit pas à un garçon qu'il est une fille manquée. Ça n'existe pas. Il y aura d'autres termes condescendants ou autres, mais une femme, on va lui dire qu'elle est un garçon manqué. Aujourd'hui, par exemple, avec le sport, combien de fois on voit des arrête la musculation, tu vas devenir un homme. Tu vois, on va contrôler le corps des femmes, effet, comment elles s'habillent, comment elles s'habillent pas, comment... Et puis certains pays où l'avortement n'est pas autorisé. Ouais, bah oui. Et c'est des lois qui ont été votées par des hommes. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte que, en effet, il y a une appropriation de l'intimité du corps de l'autre, alors que c'est pas ton corps. Qui t'es pour juger et qui t'es pour définir que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ouais, et c'est triste et je vous encourage, les hommes, d'être tous des cons. Moi aussi d'ailleurs. À faire attention à toutes ces choses-là, à tous ces petits mots que vous pouvez dire aux femmes autour de vous, même les soi-disant positifs, je sais pas, ah t'as des grosses fesses, j'adore, mais t'es qui en fait? Au lieu de dire t'as des grosses fesses, j'adore, tu peux dire j'adore tes fesses. Ça s'arrête là. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas attribuer le elles sont grosses, elles sont machin, c'est en fait peu importe comme elles sont, c'est tes fesses et je les aime. Mais pas c'est parce que t'as des grosses fesses que je les aime. Moi je sais que j'ai été très complexée par rapport à mon ventre pendant très longtemps et que je m'en suis défaite et qu'aujourd'hui je suis assez fière de mon ventre même si je le vois pas tel qu'il est vraiment. Mais voilà. Mais par contre, pendant longtemps, c'était le jugement qui revenait régulièrement de je préfère les filles qui n'ont pas de ventre. Je pense que ça peut générer, comme tu le disais, une espèce de dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est le fait de ne pas se voir réellement tel que je suis. Mais en fait, quand on a construit ces perceptions justement sur le regard des autres, et que quelqu'un t'a dit que t'es trop grosse ou trop maigre ou autre, tu vas perdre ton propre référentiel sur ton corps en fait, et tu vas y mettre le filtre de je suis trop grosse et ça crée des catastrophes, des anorexies, des boulimies, des troubles alimentaires, enfin ça crée des choses terribles en fait. Donc ce que je disais juste avant, attention quand on investit l'intimité de l'autre, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est jamais anodin quand on dit quelque chose à quelqu'un, de respecter son intimité en fait, et de garder pour soi ses avis, etc., et de se les approprier, et de ne pas poser un jugement et une critique sur l'intimité de l'autre en fait. Si ça te convient pas, j'ai envie de te dire, pars en fait. Mais de vouloir contrôler l'intimité de l'autre sans vérifier comment il est vis-à-vis de ça et tout, c'est hyper justement, je suis celui qui juge, je te dis comment tu dois être ou comment tu ne dois pas être en fait. Et je respecte pas ton intimité. Et puis au fur et à mesure du temps, tu finis même par faire une fixette sur cette problématique-là et à n'observer que les personnes qui sont pas comme toi. Et finalement, des gens qui sont pas comme toi, tu vas en voir à tous les coins de rue parce que personne n'est comme toi et personne ne sera jamais comme toi. Et c'est ce qui est génial. Mais on se perd de ça. Et beaucoup de femmes vont se perdre et s'éloigner de leur propre intimité, leur propre regard à leur corps, parce qu'elles ont fait face par le passé à des jugements de personnes qui n'étaient même pas dans leur corps et qui les ont vues nues et qui se sont permis d'émettre un jugement sous prétexte qu'ils étaient dans ce moment d'intimité avec elles. Ouais, mais vraiment, je pense encore une fois aux Jeux Olympiques.
Les critiques qu'il y a eu par exemple sur cette boxeuse algérienne qu'on a accusée juste sur son apparence Oui, d'être un homme, quoi. On n'a jamais entendu un athlète masculin qu'on aurait dit trop féminin, quoi. Mais bien sûr que ça arrive aussi aux hommes, et je crois de plus en plus, parce qu'il y a cette image de perfection de ce que devrait être un homme physiquement, mais il y a quand même vachement plus de largesse, d'ouverture sur un physique masculin, alors qu'un physique féminin, c'est beaucoup plus cadré, quoi. Voilà ce qu'on peut dire sur l'intimité. On a fait une vidéo assez longue, mais moi Qui j'aime bien évoquait aussi. plein de choses différentes aussi. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous faire votre retour, à nous dire ce que vous en pensez, à nous faire un retour d'expérience aussi. Quel est votre rapport, voilà justement la C'est question ça. qui pourrait être posée. Quel est votre rapport avec votre intimité? Comment vous la vivez chaque jour? Et comment elle a conditionné peut-être certains de vos comportements, certaines de vos relations. Vous interrogez sur comment vous vous êtes construit. Avez-vous eu de la place pour construire cette intimité, cet espace individuel? Comment vous avez eu de la place? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que ça a généré chez vous? Exactement. Ou au contraire, quels ont été les éléments de votre éducation qui vous ont permis de construire cette place-là? En attendant, prenez soin de vous et surtout... Ah, j'allais dire un autre truc. Ah, et surtout un autre truc. N'oubliez pas de vous abonner. Encore. On l'a dit au début, on le redit à la fin. Voilà. Abonnez-vous, partagez, likez. Merci pour tous ceux qui nous font des retours. Ça nous touche énormément. Merci beaucoup. Ouais. Sur ce... Des bisous. Des bisous. Des bisous. Voilà. C'était cool. C'était cool.